Petit conte gothique pour âme sœur et bien lunée. Troisième conte gothique. Île à la dérive. Il est grand temps maintenant que je vous présente mon petit conte gothique préféré. Celui qui s'adresse non pas exclusivement, mais tout particulièrement aux vieux flibustiers buveurs de rhum. Et ça va comme suit. Dans le royaume enchanté de la vie telle qu'on la connaît, je sentais bien que mes pas me conduisaient inexorablement vers le boulevard de la dernière chance. Et c'est en passant près de la tour au Faucon que retentit le cantique pour la fin du voyage. Pressentant confusément venir le dernier acte, j'avisai le vieil archiviste des chroniques perdues de me remettre l'imposant grimoire des mémoires oubliées, dans l'espoir inavoué d'y trouver l'inestimable antidote de la tristesse. Hélas, je n'ai trouvé que les contes de l'ermite au vendredi bleu, qui pour l'amour d'une rose pourpre se réfugia dans le bienveillant confort de la folie douce. Je dus donc me rabattre sur l'imparfait des amours mortes, essayant tant bien que mal d'estimer l'immensité de ma défaite, et malgré mes vaillantes troupes d'assaut, je dus, bien malgré moi, avouer que j'occuperais désormais l'affligeante forteresse des vaincus, où mon imaginaire, jadis si puissant et débridé, s'en était trouvé si bêtement étranglé, ainsi que tous mes plus beaux envols, si mollement avachis. J'avais la sensation nauséeuse d'être l'idiot du village en partance pour l'affreux désert de Gobi. Mais, foin de toutes ces coquecigrues, il me fallait absolument un retour spectaculaire au monde, une furieuse envolée inespérée, ne serait-ce qu'une toute petite féerie. Je fais donc appel à mon bon ami Luca, le mangeur de lune, qui me dit « Mon cher Balbise, j'ai un forfait absolument incroyable pour vous. Que diriez-vous d'un séjour idyllique dans quelques sphères d'absolu en périphérie de la ceinture d'Orion ?» C'est ainsi que naquit la mémoire légendaire de Balbise, et dès lors, je plongeai à pleine gueule dans la vie, lancé dans une course frénétique à la poursuite d'un fugitif imaginaire, inconsolable d'avoir à jamais perdu l'Eldorado. Or, comme le vent souffle où il veut, il persistait toujours une rumeur d'infini dans les champs obscurs et envoûtants de la pluie, alors que la douce déesse des feux follets, tout en tressant les lumineuses arabesques chatoyantes du temps qui fuit, se préparait pour ses noces mystiques dans les nuits fauves de Neptune. Seulement voilà, c'est sous le signe décadent de l'étoile errante que les heures fatales entraînèrent les profonds chamboulements des ténèbres, et c'est dans cette sombre vallée de larmes que l'esprit de Jean de Matha, telle une bête aux solidarités mystérieuses, entreprit sa longue descente aux enfers à la frontière invisible des songes. Nul doute alors que les chiens de guerre, pour une misérable poignée de dollars, se promettaient une immortelle randonnée en d'étranges contrées inconnues. Et comme nous étions sous le soleil accablant d'Aldébaran et que le monde vacillait violemment sous nos pas, il nous fallut absolument retracer, dans la forêt de Longatemps, l'énigmatique mandarin de l'espoir. Mais, peine perdue, car les seuils muets des puissantes marées hautes et basses préparèrent déjà les durs temps de pouvoir au-delà de la colline des anges exterminateurs. Seul le cavalier de l'Olympe, grâce à son imparable défense Lincoln, parvint à sauver nos gloires fanées et toutes déglinguées. Et c'est ce qui donna naissance à la petite légende dorée, où tous les vils gibiers de potence, avec leurs sinistres lunes de fiel, s'exilèrent bien au-delà des grands océans sur de ténébreuses îles à la dérive. C'est alors qu'un zigzag de post-apocalyptique engendra d'étranges pulsations harmoniques, amenant un très bizarre effet prismatique sur l'inassouvissement morbide du désir. C'était comme faire ses premiers pas dans l'univers. On traversait plein de villes vides et anonymes, en terra incognita. Tous les méandres de l'espace-temps s'ouvraient bien au-delà de l'absence des esprits sans frontières, et malgré l'abondance de l'énergie sombre et de toute cette matière noire, nous parvînmes finalement, l'œil clair et la tête vide, à l'opulente Villa Oasis, où la belle Lady Long Solo nous attendait depuis toujours.
Et c'est ainsi que dans la douce quiétude du soir, s'instillèrent en moi les délices nostalgiques de l'âge des ivresses, et dans le jaillissement des proses superbes remontèrent les grandes espérances pourfendues. Toutefois, devant cette éternité assassinée par les cruels fossoyeurs de lune et les maléfiques semeurs d'ouragans, on se sentait un peu comme Léonidas à la tête de ses 300 valeureux hoplites à la bataille des Thermopyles. Telle expérience ultime, décisive, celle qui nous laisse pantois devant les terribles profondeurs abyssales de l'être. Étonnant comment la roublardise des gens nous pousse parfois dans une épouvante à fond de train. Terrifiante l'inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, comment échapper au déferlement massif du mauvais goût ambiant? Et c'est avec ma fragile petite détresse sous le bras que je m'enfuis vers la fascinante fabrique du monde, prisonnier du regard des autres, et prêt à affronter la rugueuse densité de la réalité. Mais voilà, pour bien voir son chemin dans le monde, il faudrait au moins trouver la meilleure part des hommes, et pour ce faire, se rendre attentif à la très fine musique émanant de la rumeur spasmodique des choses, laisser tomber toutes les velléités récessives, éviter les improbables bifurcations, fuir les désagrégations planifiées et les déperditions intempestives, et malgré les incantations élusives, et selon la multitude des angles d'attaque, s'assurer de bien cibler les infrangibles reconstitutions ultimes. Alors, et seulement alors, la fatalité de la candeur surgira de ces longues années de chien, et la confrérie secrète de l'anneau mystique supplantera le redoutable commando des conspirateurs bigleux et cul-de-jatte unijambistes. Vous ai-je dit qu'un soir, à Londres, à Covent Garden, alors que j'assistais à un concert d'Anton Webern, une étrange distorsion de temporalité issue d'une puissante onde gravitationnelle me submergea et me propulsa à l'hôtel du Bon Plaisir, où de belles et ténébreuses blondes abrasives m'amenèrent subtilement sur la pente glissante du stupre le plus débridé qui soit. On était bien loin de l'âge du tendre et de l'amour courtois, croyez-moi. Heureusement, j'avais en main les précieux cahiers de Malte, ce qui me permit de m'engouffrer sans crier gare sur l'avenue des Merles. Mais en revanche, je ne savais plus distinguer le bon de la brute, ni même du truand. Et face à d'aussi opaques ténèbres, je dus résolument me rabattre in extremis en mode survie. Or, tel un plongeur expérimenté, et fixant absolument ma cible nocturne, j'empruntai le pont suspendu dans la brume, pour voir d'abord la mer à pleine main, mais surtout pour saisir les roseaux noirs de la musique absolue. Mais ce petit éloge de la nuit, tout traduit du silence qu'il était, m'amena fatalement vers les contes étranges du scarabée d'airain, perdu dans l'infini de la steppe sibérienne de Tchekhov, là où on retrouve les vénérables cueilleurs de rosée, parmi des champs d'héliotropes à perte de vue, sous l'immensité d'un ciel bleu outre-mer. Et si la chance vous sourit, vous verrez l'insaisissable dame des songes qui offre aux pauvres âmes sensibles plein de roses rouges d'Alicante. D'autre part, revenu de tout, et épluchant les 1001 feuilles de l'ennui, il me restait tout de même à repérer la crypte des saboteurs anonymes, aussi connue sous le pseudonyme des villes pourfendeurs de plaisir. C'est alors que, n'écoutant que mon courage indomptable, j'escaladai sans coup férir ma tour de guet, et c'est dans la plus stricte intimité que je regardai défiler droit devant mes fabuleuses chimères. Toutefois, toutes ces cibles mouvantes appelaient sourdement le redoutable condor de la convoitise, et c'est cette insidieuse résurgence du désir qui, par la loi inamovible des spectres, commanda en une confluence mortelle l'ordalie du feu, la très rare étoile salvatrice. Et ce fut tout un exploit de revenir à la maison des rencontres au cœur de ma forteresse noire. Et c'est en dodelinant de la tête, sur le chemin du retour, que pour un instant, je fus témoin de l'éveil fabuleux des dieux dans le sommeil de la terre. Par ailleurs, il est dit dans l'histoire du chroniqueur tombé amoureux
que sur la route mythique de la soie s'était illustré un mystérieux conteur invisible qui proclamait, à qui voulait bien l'entendre, les irréfutables bienfaits de l'art difficile de ne presque rien faire. « Bon, requiescat in pace, me dis-je pensivement. Ce qui m'a quand même rappelé que dans les dernières nouvelles du Moyen Âge, il est fait état de la vie éminemment singulière d'un certain Balbiséus. Sans doute un remarquable ancêtre lointain, me dis-je tout aussi pensivement. Bon, quoi qu'il en soit, rien ne sert de s'indigner, il faut rire à point, comme disait un célèbre penseur. Et je songeais alors à toutes ces fausses maîtresses du café panique lors du grand hiver des musagettes de l'espoir. Mais finalement, tout s'est bien passé, car c'était la dernière nuit du vieux lion, et grâce à Dieu, l'honneur était sauf. Puis, alors que j'écoutais très émotivement la symphonie des adieux, me parvint de l'antichambre voisine une voix profonde et apaisante. « On vient chercher Monsieur Jean. » Et j'ai eu cette dernière pensée, juste avant le Big Blackout. La solitude solennelle de mes royaumes flegmatiques illumine encore de grandes espérances dans la nuit. C'était bien, n'est-ce pas, comme répétition générale du dernier acte. Bon, un petit verre de rhum peut-être. Santé!